Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être avec vous. Salut les présentateurs télé. Salut Thibaut. Bon, plein de noms qu'on connaît bien. Salut à tout le monde. Bienvenue à notre deuxième émission 3D, qui est la première émission proposée pour les métiers de la 3D en France. On est ravis de vous retrouver, malgré une météo qui est un peu capricieuse en ce moment, mais on va faire avec, puisque on est dans les bureaux d'EasyPest à Lyon. Émission aujourd'hui qui va nous permettre d'accueillir quelques personnalités du milieu. Et j'aurai notamment le plaisir d'accueillir Étienne LGF, que vous devez connaître, qui est grand spécialiste du frelon asiatique. Le plaisir d'accueillir en même temps Benoît Klein, spécialiste de la sécurité dans le monde de la 3D. On aura aussi un petit peu de temps pour discuter méthodes alternatives, méthodes intégrées dans le monde de la 3D, notamment en faisant intervenir Timothée Josselin, qui dirige une entreprise qui s'appelle Fauconnery Team, avec une approche tout à fait particulière. On pensait que la fauconnerie était potentiellement une activité qui était reléguée à d'autres activités, d'autres espaces, mais non, en fait, c'est une activité qui s'implante de plus en plus dans la gestion, notamment ce qu'on appelle le pest management. Et on verra quelques exemples avec Timothée et notamment Dijon Céréales, puisque c'est un site sur lequel ce système de pest management est mis en œuvre. Quoi qu'il en soit, bonjour, rebonjour à toutes et tous ceux que je n'ai pas encore pu saluer. Et puis, sans plus attendre, je vais accueillir Étienne, LGF. Et oui, c'est toi, Étienne, il paraît. Et je vais accueillir également Benoît Klein, qui sont parmi nous aujourd'hui. Je suis ravi que vous soyez là aujourd'hui. Super content de vous accueillir. Voilà, donc pour tous ceux qui ne connaissent pas Étienne LGF, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas finalement. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui... Ouais. Je vais vous laisser le soin de vous présenter, du coup, Étienne, de dire un peu. D'accord, donc moi je m'appelle Étienne Roumayac, en fait, parce qu'en effet, je m'appelle LGF, c'est mon nom d'entreprise. Je suis un petit peu connu sur les réseaux sociaux pour avoir fait des vidéos, on va dire, genre tuto, enfin c'est surtout des vidéos découvertes, pour expliquer un peu qu'on avait un nouvel envahisseur. Donc frelon asiatique, Vespa velutinia nigrithorax, c'est une espèce parfaite et qui n'a aucun prédateur chez nous. Du coup, elle fout le Bronx, excusez-moi pour le terme, mais elle nous attaque tout l'écosystème. On a les chiffres qui tombent, maintenant ils commencent à faire vraiment peur. Un nid de frelon asiatique de taille standard, au cours de sa vie totale, on va dire d'avril, mai jusqu'à fin novembre, voire 15 décembre, mange à peu près 10 kilos d'insectes, ce qui est énorme parce qu'un insecte, ça pèse pas lourd, et à proximité d'un rucher peut consommer à peu près 40% d'abeilles. Donc voilà, on a les chiffres. Donc ton activité est essentiellement focalisée guet frelon. On laisse le soin à Benoît de se présenter également. Et puis Jérémy, tu nous mettras une petite vidéo aussi pour présenter un peu plus les activités d'Étienne, à la fois éducatives et à la fois professionnelles. Bonjour à tous, moi je suis ravi d'être avec vous donc aujourd'hui. Effectivement, donc moi j'interviens dans le cadre des formations guet frelon que l'on fait avec Étienne sur l'aspect notamment sécuritaire et sécurité au travail. Mon passé de travail en fait m'a sensibilisé à ça. Et c'est vrai que je pensais que j'ai trouvé avec Étienne en parlant que c'était très important d'essayer de mettre l'accent sur ce côté sécurité pour essayer d'amener une plus-value aux applicateurs et arriver à amener un peu plus de sécurité dans nos interventions au quotidien. Donc voilà un peu l'idée et voilà à quel niveau moi j'interviens au niveau des formations. Et l'idée aujourd'hui, c'est effectivement de parler de sécurité, mais peut-être un peu plus large également que le focus guet frelon. On reviendra aussi là-dessus tout à l'heure, Benoît, après la courte vidéo, mais l'intérêt, c'est qu'il y ait de moins en moins d'accidents aussi dans notre secteur d'activité. Il y en a toujours trop. Et l'intérêt, il y en a eu beaucoup l'année dernière et les autres années aussi. Oui. Des accidents idiots qu'on pourrait éviter. Ok, donc on reviendra on va revenir sur ces deux thèmes ensemble. Ok. Ouais.
Voilà le gros. Le harnais, il est fait vraiment pour récupérer. Oui, c'est pas un élément sur lequel on va pouvoir se mettre en point. Ça fait un harnais, tu tiens 5 minutes avant de rouler. Ouais, tout à fait. Donc c'est quand même très problématique. Et je voulais aussi vous parler, alors là on va l'oublier parce que c'est pas visible, vous parler de la notion de facteur chute, ça vous parle ou pas? Oui. Ouais. Facteur chute, en fait, c'est un chiffre de se protéger. Voilà. Étienne, est-ce que tu peux revenir un peu plus précisément sur ton activité et puis comment tu as vécu l'arrivée du frelon asiatique? Je rappelle, l'arrivée 2004 en France. Voilà, donc dans le Lot-et-Garonne, il est arrivé, comment il est arrivé, disons que, en gros, il est là, hein, ça c'est certain. Il est bien arrivé, des erreurs ont été faites, c'est certain. Le nid aurait été trouvé sur un pignon de maison. Bon, on a laissé faire, c'est trop tard. De toute façon, maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de contrôler un petit peu l'insecte. On y arrive. Moi, je travaille beaucoup avec des communes qui sont assez grosses et isolées. Et du coup, on voit que la prise en charge, oui, en effet, je pense que c'est intéressant. On voit qu'on arrive, financière, prise en charge totale. On voit qu'on arrive à faire baisser ce véritable envahisseur. Le problème qu'on a avec ce frelon, c'est comme je vous disais juste avant, il est parfait en fait. Et dans son pays d'origine, il est régulé par le Vespa mandarinia, qui est un frelon géant, donc qui fait à peu près 7 cm. Donc je vous imagine, le truc, c'est un petit piaf. Vous prenez dans le pare-brise, je pense qu'il vous fait le pare-brise, le machin. Et donc il est régulé quand même par cette espèce, mais ici en France, le Vespa mandarinia, il n'a rien, il n'a aucun prédateur, à part des gens comme Benoît, moi, et pas mal d'autres. On ne peut rien faire. Donc il est parfait, il a 2 paires d'ailes. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il chasse parce que c'est sa nature, mais il a trouvé, surtout pour nourrir la grande quantité de larves, il a trouvé un véritable supermarché qui sont les colonies d'abeilles. Alors, on parle beaucoup des colonies d'abeilles des apiculteurs, mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que les colonies des apiculteurs, eux, vont réguler, vont arriver à faire quelque chose parce que de toute façon, ils ont leurs souches, en plus, bon, ils les travaillent, etc. Ils peuvent les consolider, etc. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout toutes les colonies sauvages qui sont quasiment, et moi, chez moi. Et après, bien sûr, tous les pollinisateurs. Moi, il faut peut-être rappeler que le frelon commun le frelon européen, Vespa crabo, compose son bol alimentaire avec en partie des protéines d'insectes, mais pas que. Le frelon asiatique compose majoritairement son bol alimentaire pour nourrir ses larves, qui sont principalement carnivores. Voilà. Donc à partir du moment où on a des frelons asiatiques qui sont installés, on a forcément un régime carnivore qui s'installe, et donc il va chercher. C'est même impressionnant parce qu'on s'aperçoit même que le Vespa crabo, qui lui ne venait jamais, quasiment jamais sur les ruches, commence à venir aussi. Donc ça signifie qu'il y a un manque d'insectes. C'est-à-dire que voilà, il a un problème, il n'arrive plus à se nourrir. Moi, j'ai eu plusieurs fois des gens, des clients, qui m'ont dit, ils m'ont appelé pour un nid de frelon asiatique qui est à peu près gros comme la table, ça dure quasiment un petit mètre cube. Ils me disent c'était marrant parce qu'on n'avait pas une bouche. Ah oui, tu m'étonnes, le truc, il y avait 8 kilos d'insectes au-dessus. Donc voilà, c'est. Et dans ton activité, qu'est-ce que tu peux conseiller à toutes ces personnes? On voit beaucoup, ce segment-là, il est très dynamique. Alors cette année, on s'aperçoit que les gens qui font que de la guêpe et du frelon, c'est un petit peu délicat parce qu'on a finalement moins d'intervention, le climat ne s'y prête pas. Conditions météo sont pas conditions météo, on voit par ailleurs, en parallèle, on a quand même beaucoup de création d'entreprises dans ce segment guêpe-frelon. C'est un segment qui est très dynamique dans la partie 3D. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui souhaiteraient s'installer dans la partie guêpe-frelon? Alors, qui viennent pas sur ton territoire, ça, à mon avis. Voilà, bon, déjà, ne vous approchez pas. Hein, donc, attention, le frelon asiatique est sympa par rapport à moi. Non, je plaisante. Non, je plaisantais pas. Ce que je veux dire par là, c'est que les entreprises 3D comme moi, c'est très intéressant de faire du frelon parce que déjà, ça va vous ouvrir des portes énormes. Sur d'autres interventions. C'est ce que j'allais dire. En fait, vous avez pas, bien sûr qu'il n'y a pas que du frelon. Vous allez aussi pouvoir peut-être réguler des punaises de lit, réguler de la puce. Là, actuellement, on est en pleine période de puce. Pour les gens qui comme Benoît, par exemple, qui habite à Lyon, on n'a quasiment pas de frelon à faire parce qu'il fait un temps exécrable, excusez-moi. Par exemple, là, il peut se relancer sur la puce, par exemple, parce que, vous voyez, c'est tout un ensemble. Le métier de la 3D, c'est super intéressant. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis ici avec Romain et toute l'équipe. C'est parce qu'en fait, le métier de la 3D, c'est très complémentaire. Vous allez devoir réguler du rat, vous allez devoir réguler de la punaise, vous allez devoir réguler du raton laveur. On va parler aussi d'autres choses avec les collègues là, qui font ça avec des oiseaux. Enfin bon, bref, c'est très complet. Alors, ne faire que du frelon, moi, en effet, j'ai
pris l'option de faire que du frelon, mais c'est une option qui est tirée par les cheveux. J'ai d'autres atouts derrière, hein, faut pas rêver. Hein. Si jamais je devais faire que du frelon, je pense que je mangerais pas tous les jours. Ton conseil, c'est quand même de se dire faites guêpe frelon, voilà, mais potentiellement un pied dans la porte, voilà. et se diversifier derrière. C'est une très bonne porte d'entrée. Insectes. D'ailleurs, les fournisseurs l'ont très bien compris. Quand vous faites du frelon, derrière, vous allez faire de la punaise, vous allez faire de la puce, vous allez être amené à faire plein de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que je répète que je suis avec Romain, qui fait toute une série de formations. C'est vraiment intéressant. Il forme la punaise, il forme le rat, voilà, il y a plein de choses à faire. Le frelon, c'est très utile l'été, ça marche. En plus, vous sauvez des gens, vous sauvez l'écosystème. Enfin, vous essayez de faire du bien et pas du mal, d'où les formations, hein, parce que moi, j'ai vu des trucs, vous savez, Internet, le truc où il y a plein de vidéos, et bien, des fois, on voit des choses, mais il vaut mieux encore ne rien faire plutôt que faire des conneries pareilles. Alors, je dis pas que j'en ai pas fait des conneries. Hein. À l'époque, moi, quand je me suis lancé, on nous disait, tu prends un seau et tu le balances dans le nid. Bon, je ne savais pas s'il fallait ouvrir le seau ou pas, mais on n'en était pas vraiment loin. Maintenant, vous voyez quand même sur les vidéos, j'en fais assez, on essaye d'en mettre le moins possible. Bon, c'est pas toujours évident. Des fois, ça merdoie, comme on dit, mais on essaye de tendre vers le propre, voire le super propre. C'est une question de santé publique en plus. S'il y a un risque associé pour les gens qui sont là, c'est vrai que c'est énorme. Donc, il faut vraiment essayer de tendre à ça. Il ne faudrait pas faire plus de mal que le frelon asiatique. Hein. Parce qu'un mauvais applicateur va faire encore plus de mal que le frelon asiatique lui-même. Donc, vraiment, c'est pour ça que là-dessus, on essaye de faire des formations. C'est vrai que ça dure 2 jours, mais en 2 jours, franchement, c'est tendu. Hein. Des fois, vous n'avez même pas le temps de manger. Alors, on vous parlera des dates, puisqu'on a 3 dates qui sont calées sur la fin de l'année pour la formation guêpe frelon avec Benoît et Étienne. C'est 2 jours, pourquoi? Parce que c'est une journée de théorie où on voit la biologie de l'insecte. On ne fait pas cette biologie dans notre métier en 3D. Et or, on fait un métier qui est essentiellement basé sur la biologie et la compréhension des cycles biologiques. Et une deuxième journée qui consiste à manipuler le matériel, hein, parce que manipuler une canne qui est dans un four, acheter une canne qui est dans le gros, c'est facile. La manipuler quand on a une canne de 25 ou 30 mètres à sortir, c'est un autre métier, c'est aussi autre chose. Il faut penser à la sécurité aussi des opérateurs et surtout des autres. Voilà. Parce que quand vous traitez, attention, vous au pire, voilà, mais c'est les clients ou les autres, ou les animaux ou autres qui peuvent être tout l'écosystème. Ça nous permet de rebondir. Benoît, présente-nous un petit peu ton activité et puis comment toi tu vis la sécurité dans ton métier 3D globalement, mais un petit peu plus guêpe frelon. Bien sûr. En fait, moi j'ai créé ma société il y a 5 ans, donc notamment en regardant tes vidéos, Étienne, et puis ça a permis de me mettre le pied à l'étrier. Et puis rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment qu'en termes de proposition de formation pour monter en compétences. Et comme dit Étienne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se montent aujourd'hui. C'est un secteur qui devient de plus en plus concurrentiel en termes de création d'entreprise. Et je suis persuadé, et je pense que tous autour de la table et aujourd'hui sont persuadés de l'intérêt de monter en compétences pour pouvoir sortir du lot face à toutes ces entreprises qui se créent. Et ça passe par la formation pour monter en compétences, avoir une application sur le terrain qui soit le plus en adéquation avec ce qu'attendent les clients, les collectivités qui vont être les demandeurs d'intervention. Et en termes de sécurité, quand on parle de sécurité, ça résonne quoi? Pour moi, la sécurité, c'est quelque chose qui a été tout de suite qui m'a fait tilt, parce qu'en fait, de par mon métier, donc qui était sapeur-pompier professionnel, c'est sûr que j'étais sensibilisé à ça. Ça m'a très vite choqué de voir beaucoup d'applicateurs qui travaillaient en hauteur sans s'attacher, qui restaient en permanence statiques sur une échelle. Et puis d'une façon plus générale, on pouvait aussi parler aussi de la protection, notamment avec les produits qu'on utilise. Très vite, j'ai commencé à consulter les fiches produits. On se rend compte que c'est des produits qui nécessitent des protections respiratoires pour la manipulation, des protections oculaires, port de gants, etc. Et c'est des choses qui, j'ai l'impression, ne sont pas forcément tout le temps mis en application et ne sont pas connues des applicateurs. Voilà. À ça, on rajoute le fait que la plupart des applicateurs sont des travailleurs isolés, ils travaillent seuls. Là, vous avez un cocktail qui fait que, en fait, on peut avoir que des accidents si les mesures de sécurité sont pas adaptées. Et ça passe par la connaissance, par l'apprentissage. Et je pense que c'est aussi ce qui remonte dans nos formations, c'est que nos stagiaires, quand ils partent, ils sont armés au niveau de la connaissance
théorique. Ils sont armés au niveau de la connaissance du matériel, mais aussi ils savent comment se positionner pour être en sécurité. Et travailler en sécurité, c'est comme tu disais, Étienne, c'est pour eux, mais c'est aussi par rapport à tout l'environnement qu'il y a autour, les clients, les curieux. Voilà, c'est super important. La guêpe frelon, en tout cas, c'est quelque chose de particulier, mais il y a un vrai risque, hein, il y a des risques de piqûre. Mais si on regarde un peu plus loin, pour tout le milieu de la 3D, je pense qu'il y a un vrai intérêt de monter en compétence et de comprendre que la sécurité, c'est un vrai enjeu pour les sociétés. Quand vous arrivez quand vous pensez être, que vous dites, tiens, j'ai acheté mon matos, j'ai acheté une combi, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça y est. Mais imaginez, on vous appelle, bonjour, monsieur Attel, d'accord, ok. Vous arrivez, et puis là, hop, la pointe. Vous avez un nid qui est comme ça, vous avez du monde autour. En quelques secondes, il faut savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Tout ça, on l'explique. Hein, voilà, il faut gérer la situation en quelques secondes. Et c'est là où je suis bon, parce que en quelques secondes, il y en a beaucoup qui se disent, bon, bah attendez, moi je reviendrai demain, etc., etc. En effet, des fois, on peut revenir demain, mais il faut gérer ça en quelques secondes. Oui. Et moi, j'aime bien, Benoît, pour rebondir, tu disais une chose très juste en formation, c'est de se dire périmètre de sécurité. C'est vrai qu'on ne parle pas assez de périmètre de sécurité dans nos environnements de la 3D. Périmètre de sécurité par rapport à quoi? Par rapport aux risques de santé publique, parce qu'on est quand même sur des insectes là qui sont piqueurs, avec un risque associé qui est la douleur de la piqûre, certes, mais qui, chez un certain nombre de personnes qui ont des terrains allergiques un peu sensibles, peuvent développer ce qu'on appelle les œdèmes de Koch, c'est-à-dire un gonflement anarchique du corps allant jusqu'à l'obturation des voies respiratoires et donc des décès, à quelques dizaines de décès à cause de ces piqûres d'hyménoptères tous les ans. Mais c'est cette notion de périmètre de sécurité vis-à-vis d'insectes, mais aussi vis-à-vis de l'utilisation des produits biocides et vis-à-vis des curieux. Je ne sais pas ce que tu veux dire. En fait, clairement, il faut comprendre qu'à partir du moment où l'applicateur est sur place, il va être le garant de la sécurité. Et il va avoir cette position en fait d'expert, et c'est lui qui va décider de la distance jusqu'où le client peut venir avec lui, la distance qu'il doit mettre lors de l'intervention au niveau de la rue, par exemple. Il va conseiller les forces de l'ordre. Et pour quelqu'un qui débute et qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience au début, tout ça, c'est très compliqué à gérer. Il faut gérer son intervention, le matériel, l'application, la sécurité. Et tout ça, ça va être très compliqué au début à gérer. Et clairement, pour ne pas arriver à un échec en intervention, d'avoir les bonnes infos, d'avoir les bons réflexes et puis les conseils de personnes qui sont expérimentées. Les retours stagiaires sont unanimes, quoi. Ça leur permet d'intervenir plus sereinement. Nous, on n'a pas le droit à l'échec. Voilà. Il y a un échec, c'est quelqu'un qui se fait piquer. Voilà, quelqu'un qui n'est pas concerné par l'intervention et qui se fait piquer dans un périmètre, après être rentré dans un périmètre de sécurité parce que le périmètre a été mal évalué par le professionnel, ou bien un professionnel qui s'expose à des produits, qui s'expose à un risque d'accident, un risque de chute, un risque d'accident sur la voie publique. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à aller un peu vite sur ces étapes-là et à considérer qu'on est en sécurité à partir du moment où on a une combinaison. Mais il faut penser à son environnement. Et ce que nous, on veut passer comme message dans ces formations-là, c'est une vraie montée en compétence sur la prise de conscience du professionnel de l'environnement dans lequel il évolue. Et aujourd'hui, certes, une piqûre, c'est un constat d'échec, mais on peut aussi avoir des gens qui s'exposent à des petites doses de biocides au quotidien, et on a des équipements de protection individuelle qui permettent de ne pas s'exposer. Je vous rappelle simplement que utiliser ces EPI, c'est aussi être garant de la pérennité des solutions chimiques qui nous sont offertes, parce que dans bien des situations, on ne peut intervenir qu'avec des produits biocides. Oui, c'est pas parce qu'il y a un vrai risque de santé publique. Donc, il ne faut pas non plus se voiler la face. Ces produits biocides sont centraux dans nos métiers. Certes, on doit, en tant que professionnel, gérer les quantités utilisées, gérer les modèles d'exposition dans lesquels on utilise ces produits biocides, mais ces produits restent essentiels. Quand on parle de poudre insecticide sur des nids de frelons asiatiques, je crois qu'il y a beau avoir plein d'idées de méthodes alternatives, ça reste quand même la meilleure solution technico-économique à ce jour. Aujourd'hui, de toute façon, oui, il n'y a pas détruire un nid de frelons asiatiques, eu égard également au problème de biodiversité que ça pose. Exactement. Alors, effectivement, ne pas détruire un nid de frelons asiatique pose beaucoup plus de problèmes de biodiversité que de le détruire avec une poudre insecticide dans les mains d'un professionnel. Mais hélas, pour l'instant, ça va risque de durer parce que moi, je suis beaucoup l'actualité sur les frelons et surtout sur les techniques alternatives. C'est très compliqué. Ça ne va pas évoluer comme ça, il ne faut pas rêver, ce sera dans certains cas, ça va être très long, pas très rapide. Donc, un petit mot peut-être sur la saison, là on entend en ce moment que la saison a du mal à démarrer, c'est quoi votre sentiment là-dessus? Moi, je vais
d'expérience, Benoît, tu me diras. En fait, moi, dans les Landes, je travaille très bien. On serait presque la capitale du frelon asiatique. C'est parce que tu n'as pas de concurrent. Si, j'ai des collègues. J'ai des collègues. Il y a à peu près tous en bonne entente. En fait, ce qui se passe, c'est que le printemps est déterminant pour la saison des hyménoptères. Si vous avez un printemps sec, pluvieux, un hiver froid, sec, pardon, pas pluvieux, donc jamais, un hiver froid, un printemps sec normal, un début d'été normal, vous allez avoir des frelons à gogo. Si vous avez, comme Benoît par exemple, ou comme nos amis qui sont au-dessus, donc dans le Grand Nord, hein, au-dessus de la Gironde, ou même à la Gironde, donc eh bien, en fait, vous avez beaucoup d'eau. Il a plu, l'hiver a été doux. Eh bien, l'hyménoptère, il ne peut pas vivre dans ces situations-là. Il lui faut du sec. Avant que les nids soient à peu près comme ça, il lui faut un temps sec. Et là, il ne fait que pleuvoir. Donc, en effet, tout ce qui est au-dessus de la Gironde, voire même la Gironde, et tout ce qui est pluvieux, ça ne marche pas. Donc, normal qu'on ait peu de frelons ou on s'attend à un début de saison qui va commencer plus tard? Non, ils auront très peu de frelons. Ça risque d'être une année un petit peu calme sur le thème du frelon. C'est l'occasion de prendre le temps justement de se diversifier, de se former, de monter en compétences et puis de se diversifier effectivement sur éventuellement d'autres segments de la 3D. Alors effectivement, le frelon asiatique ou le frelon commun, on ne le trouve pas forcément dans les mêmes environnements dans lesquels on va trouver le rat en ville, la blatte, la punaise des lits. Il y a beaucoup de punaises par exemple. Mais il y a beaucoup de punaises et on voit bien que ça commence à... On est... punaise, quelques chiffres, hein, simplement, 1,3 million de personnes concernées par an tous les ans en France. Enfin, oui, par an tous les ans, c'est un peu la même chose. Ouais. Donc, 1,3 million, c'est à peu près 7% des Français qui ont été concernés ces 5 dernières années par les punaises des lits. Et ça va faire. Et aujourd'hui, on constate, hein, puisque chez Innovations EasyPest, on travaille sur la génétique de la punaise, on constate une résistance de ces punaises aux pyrétrinoïdes, donc un marché qui est en forte croissance. Donc, effectivement, c'est probablement, pour vous qui nous suivez aujourd'hui, l'année pour se diversifier, regarder les autres segments de l'activité 3D, parce que là, on a probablement les deux pros français un peu de référence sur le plateau aujourd'hui qui nous disent ça va être probablement une mauvaise année frelon, prenez le temps de vous former et prenez le temps également d'essayer de visiter un petit peu les autres segments. Profitez-en, il y a des punaises, du rat, du... Revenons à nos moutons. De fait, on vous dit, formez-vous. Jérémy, tu peux nous dire quelles sont les dates des prochaines formations? Oui, on a fait le choix de formation en après-saison de frelons, c'est-à-dire après septembre, parce que septembre, c'est probablement encore un peu le feu. Ouais. On a 3 dates, octobre. Hein, donc là, vous voyez, on a octobre, novembre, décembre. Donc en fait, on fait une formation à Paris, Épinay, le 5 et le 6 octobre. C'est ça, Jérémy? Oui. À Védène, en PACA, le 9 et 10 novembre, puisque le 11, c'est férié, comme tous les ans. Et puis, on fait une formation à Nantes le 8 et 9 décembre. C'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On a fait rapidement le tour de la problématique guêpe frelon, arrivée du frelon asiatique 2004 en France, avec l'arrivée de poteries chinoises, une femelle, une reine fécondée, probablement. Et on est face à un fléau d'une espèce typique d'une espèce animale envahissante, envahissement très rapide, très prolifique, avec un écosystème qui lui convient partout en France. Donc, il faut s'attendre à retrouver cette espèce-là un petit peu partout en France dans un avenir. En petite Europe, hein. Et en petite Europe. Donc, mais par contre, en fonction des conditions météo printemps-été, eh bien, on a des années qui sont fluctuantes en termes de densité d'insectes. Il n'y a rien à voir avec les pièges qui pourraient marcher ou quoi que ce soit. C'est vraiment le temps qui fait que vous aurez des frelons ou pas. Super. Est-ce qu'on a quelques petites questions auxquelles on peut répondre avant qu'Étienne et Benoît nous quittent? Non, j'avais pas plus que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Au pire, on y reviendra rapidement en fin d'émission. On est trop complet, on est trop précis, on est... C'est la perfection. Je ne sais plus comment ça s'écrit ça, mais oui. C'est compliqué, ça va écrire. On te laisse. Ouais, merci beaucoup, Étienne. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'était vraiment cool. Et puis, vous pourrez retrouver Étienne et Benoît en formation sur ces 3 dates. Ouais. Et puis sur ma chaîne YouTube, Facebook, etc. Excusez-moi. Salut les gars, merci beaucoup. En transition, super, on a fait un point assez complet sur guêpe frelon avec 2 spécialistes. C'est quand même plutôt cool parce qu'en ce moment, ils sont quand même en saison frelon.
même s'ils disent qu'ils n'ont pas de boulot, ils en ont quand même, ils font quand même quelques nuits, ils ont une bonne activité en ce moment. Voilà, ça permet quand même d'avoir 2 spécialistes sur le plateau, ce qui est quand même pas si évident que ça à concocter dans l'emploi du temps. Transition vers autre chose, transition vers une vraie belle découverte qu'on a fait il n'y a pas très longtemps chez EasyPest, une vraie belle découverte parce que ça fait à peu près maintenant 10 ans que quand je fais des conférences, que j'en ai été à CS3D ou bien à Parasitech, je suis assez accroché à un concept qui est le produit biocide dans une chaîne qu'on appelle le pest management. Alors le pest management, ça commence bien entendu, comme on l'a vu, par la formation, ça c'est sûr. La formation initiale en biologie, la formation à l'utilisation des produits biocides, de la formation à l'utilisation des principales méthodes de lutte. Et ça c'est important. Pourquoi? Pour être efficace et spécifique. Être spécifique, c'est quoi? C'est qu'on va bien cibler l'espèce en question en n'étant pas actif sur éventuellement des espèces nocives ou l'environnement, comme on a pu voir sur le frelon asiatique, où on va par exemple pas intervenir sur les abeilles. Voilà. Vraie belle découverte, pourquoi? Parce que ça fait quelques années maintenant que j'essaie, sur des sites par exemple Industrie Agro, des sites Industrie Pharma, on essaie d'avoir une approche du pest management qui soit une approche intégrée, qu'on appelle une integrated pest management au niveau global. D'ailleurs, un des fers de lance de l'association européenne de métiers de la 3D qui s'appelle le CEPA, en composant une approche de lutte, une approche intégrée, la gestion des rongeurs, des insectes et des oiseaux notamment, avec l'utilisation de produits biocides à des endroits où vraiment il y a une urgence sanitaire, ou vraiment à des endroits où il ne faut absolument pas qu'on ait présence d'insectes ou de rongeurs. Et puis des méthodes beaucoup en extérieur des bâtiments, parce qu'on s'aperçoit que finalement, on ne s'adresse pas aux mêmes rongeurs, on ne va pas s'adresser à ces rongeurs ou à ces insectes de la même manière. Et belle découverte, notamment chez Dijon Céréales. Alors, Ludovic ne peut pas être là aujourd'hui, mais je remercie vraiment Ludovic de nous avoir ouvert les portes de Dijon Céréales. Fleuron, bien sûr, du stockage, fleuron français, du stockage, voire même européen, du stockage de céréales, mais également précurseur sur la mise en œuvre de ce qu'on va appeler un modèle d'optimisation de la prédation en milieu extérieur. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Timothée Josselin de la société Fauconnerie Team. Bonjour Romain. Bonjour Timothée, ça va? Ça va très bien. Ravi de te retrouver. Merci de me recevoir. Merci beaucoup. Super, je suis super content qu'il soit là parce que Timothée, belle découverte, parce que Timothée, il met en œuvre, et il va nous l'expliquer tout de suite, il met en œuvre ce qu'on a toujours rêvé de voir, c'est-à-dire une lutte en intérieur qui soit très efficace parce que focalisée sur la réduction du risque sanitaire et une lutte, et je crois que ça te caractérise bien aujourd'hui, la lutte tous en extérieur. C'est mon personnage. Ouais. Donc, je te laisse te présenter, Timothée. Donc, bonjour à tous. Merci à Romain et toute son équipe de nous faire intervenir aujourd'hui. Donc, pour vous parler un petit peu de qui on est, Fauconnerie Team, nous sommes au départ une entreprise qui traitons les insalubrités publiques et les risques de santé publique causés par les nuisances aviaires dans un environnement industriel, agroalimentaire et pour les collectivités aussi. On a fait le choix dans notre stratégie, dans notre méthodologie, comme tous acteurs de la 3D qu'on est, de faire du curatif évidemment, mais surtout d'avoir une solution complémentaire, alternative, c'est-à-dire de proposer la mise en place de solutions pour la prédation naturelle. Alors ça passe par déjà un investissement de temps de la part de nos prospects, de nos clients. C'est important de les sensibiliser là-dessus, c'était pas très commun. Donc de leur dire qu'aujourd'hui il y a des solutions alternatives et que ça fonctionne. Oui. Et donc, il y a cette sensibilisation qui est très importante, qu'on s'efforce toute l'équipe de Fauconnerie Team à faire. Et puis, il y a l'action. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dépollué les sites, ce qu'on fait tous, nous acteurs de la 3D, et ben on va proposer ces solutions. Alors, dépollution, on est d'accord, on intervient sur des sites où on a de forte densité de rongeurs, forte densité d'oiseaux. Voilà. Donc, forcément, ce qu'on appelle la dépollution de site, c'est deux choses, je pense. C'est comprendre pourquoi il y a une telle densité d'insectes, une telle densité de rongeurs et d'oiseaux. Très souvent parce qu'il y a accès à une grande source de nourriture. L'alimentation, absolument. Donc, on va réduire la population initiale, qui est problématique, réduire également l'accès à la source de nourriture, et ensuite, c'est là que toi, tu vas dans un second temps, même si vous faites de la dépollution de site, en tant que prestataire de 3D, vous allez ensuite arriver sur ce qu'on peut appeler le pest management avec vos oiseaux, pour faire en sorte que ces populations ne remontent pas. Donc, effectivement, c'est quoi vos activités à part la dépollution de site? Alors, en fait, voilà, c'est une chronologie pour rappeler un petit peu la méthodologie de Fauconnerie Team. En fait, c'est une chronologie de 4 actions. Une action curative, que vous connaissez tous, une action préventive,
Romain vient d'en parler, c'est empêcher en fait le ravageur ou l'invasif de revenir sur le site d'alimentation ou le site de production qui risque une contamination. Une action d'assainissement, c'est-à-dire que chez Fauconnerie Team aussi, on a une petite antenne qui s'appelle Avicline, où on est capable de dépolluer les sites. Là, de toute façon, je parle des fientes. Ouais, des fientes, ouais. Le Nettoyage, quoi. Le nettoyage, etc. Et là aussi, on a une méthodologie très douce parce qu'on utilise des produits qui sont sans CRM. On a cette démarche-là jusque boutiste. Si vous voulez, d'avoir une démarche. C'est cancérigène, mutagène, reprotoxique, voilà. CMR. Donc, voilà. Et je pense aujourd'hui, il y a beaucoup d'industriels qui souhaitent qu'on intervienne sur leur site en évitant d'utiliser des produits CMR. C'était le cas des anticoagulants. Et c'est la raison pour laquelle les raticides ont été diminués à moins de 30 mg de matière active par kilo d'appât, parce qu'au-delà, ils sont classés CMR. Donc c'est une vraie exigence aujourd'hui. Voilà, c'est une exigence des industriels, et je pense que tous, on doit avoir cette sensibilité-là, de se dire si on veut laisser, on n'est que locataire de la planète qui appartient à nos enfants pour finir. Donc on a besoin de cette démarche-là commune, collective, de se dire, voilà, on engage des actions, on traite des problèmes de santé publique, mais quelle est la démarche vertueuse qu'on doit mettre en place pour avoir une linéarité dans une éthique, quoi. Ouais, ce qui est assez marrant également, c'est que ton expertise, c'est de comprendre comment l'écosystème, je dirais, sauvage est organisé autour des sites industriels, et c'est de faire en sorte de favoriser l'abondance de ces oiseaux dans l'écosystème industriel. C'est exactement ça. Je crois que c'est ça. Je vais te voler un terme, Romain, tu vas m'en vouloir, mais c'est la nature dans la structure. Romain a défini ça sur le site de Dijon Céréales, que je tiens à remercier aujourd'hui, et j'en profite de remercier Ludovic Ligny et toute la direction. La nature dans la structure, c'est-à-dire que donc ces 3 phases, comme vous connaissez tous professionnels de la 3D, et nous voilà, on a une phase supplémentaire qui est la sensibilisation par la prédation naturelle, c'est-à-dire qu'on va expertiser chez nos clients l'écosystème, essayer de retrouver une biodiversité adaptée en implantant, ça peut être des perches à rapaces, mais ça commence d'abord de toute façon par la détection au niveau naturel de rapaces, c'est-à-dire d'un prédateur naturel. Il y a cette action de prélèvement sur le micro-mammifère, sur l'insecte, je vais vous en parler dans quelques minutes avec la présentation d'un des oiseaux qui travaille avec nous, et sur l'aviaire, donc la problématique de moineaux, la problématique de pigeons visés, et toute la problématique aviaire qui peut apporter, au-delà des zoonoses, le risque important de zoonose, mais des problèmes sur la contamination, le déclassement de alors effectivement, les principales zoonoses qu'on connaît, c'est l'ornithose et puis salmonelle. C'est vrai que dans ces déjections, même si les déjections de ces oiseaux-là sont acides, il y a une vraie souillure des céréales qui sont stockées ou même des denrées qui sont utilisées ou qui sont en transformation. Mais il y a aussi une dispersion de bactéries. Peut-être que dans la transition, on peut peut-être voir une petite vidéo en quelques images, Jérémy, de l'activité. Par nos oiseaux, comme vous avez pu le voir en intérieur, et en extérieur, on va le découvrir, j'espère, sur une petite vidéo, par l'implantation de nichoirs. Donc, je vous parlais tout à l'heure de définir, regardez un petit peu l'écosystème, la présence en fait de rapaces sur les environnements, et si on détecte au niveau naturel, on va implanter du nichoir. Pourquoi on implante du nichoir? Tout simplement parce qu'on se rend compte que les espèces ne sont pas du tout menacées, mais qu'elles manquent d'habitat. La transformation aujourd'hui, la modernisation des infrastructures a supprimé l'habitat en fait des chouettes effraies, chouettes culottes, faucons cresserelles et faucons pèlerins. Fauconniers professionnels, de préserver les espèces et d'avoir cette démarche de conservation, c'est d'aller dire au groupe industriel et au groupe agro, on implante des nichoirs chez vous et ils ont un rôle de prédation naturelle. Oui, en commençant également par l'audit, puisque effectivement, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on peut parler également d'utilisation des oiseaux dans les réserves ou dans les bâtiments. Cette activité-là, elle a un vrai intérêt dans la gestion durable des espaces extérieurs. C'est-à-dire qu'on va s'attacher à
comprendre si la densité, par exemple, des campagnols et du mulot sylvestre sont importantes, et également résoudre des problématiques de moineaux domestiques qui peuvent également disperser des bactéries, mais également du pigeon qui est pigeon, mais aussi goéland argenté sur un certain nombre de toits plats, qui sont des problématiques, non pas par leur présence, mais par la concentration d'oiseaux qu'on a sur le site. Donc, en fait, votre expertise, elle commence au départ par un audit sur des sites industriels. Là, on ne parle pas d'espaces qui sont à des kilomètres et des kilomètres de la ville. Non, c'est des sites industriels dont la vocation, c'est un but économique. Le but économique, c'est de produire. Produire quoi? Des denrées stockées ou des denrées alimentaires avec le moins de souillure possible. Pourquoi on intervient sur ces espèces-là? Parce que ce soit un mulot ou un campagnol qui rentre dans le process, ou un pigeon qui rentre pour nicher dans le process et qui va émettre des fientes, eh bien, a un impact négatif à la fois sur l'image de l'entreprise, parce que quand des clients visitent une installation qui est pleine de pigeons, c'est forcément beaucoup plus sale que quand il n'y en a pas, mais également un impact sanitaire sur la qualité des denrées alimentaires qui sont produites sur ce site. Donc, dans ce cas-là, il est clair que la santé publique, elle est engagée. Et pour les collaborateurs, et puis, excusez, pour le stockeur. Et pour le stockeur. Voilà, pour l'expédition du produit. Donc, ça signifie qu'en intérieur, effectivement, notre métier de la 3D, on a des méthodes d'application qui passent par le piégeage, l'utilisation des produits biocides qui est bien maîtrisée. Pourquoi? Parce que le moindre rongeur en intérieur va être plutôt un rat ou une souris, doit être maîtrisé pour maîtriser de manière urgente le risque sanitaire en intérieur. Exactement. En extérieur, il s'agit de la gestion beaucoup plus durable de ces rongeurs et de ces oiseaux pour éviter qu'il y ait d'intrusion dans les bâtiments. Donc, on va pouvoir faire appel à des méthodes beaucoup plus douces, comme l'optimisation de la prédation naturelle. Donc, effectivement, c'est une activité qui grandit rapidement chez vous. Oui, on a la chance de rayonner maintenant sur le territoire national, d'avoir plusieurs agences, d'être beaucoup écoutés sur la sensibilisation. Nous ne sommes pas je vais l'employer, des tueurs de pigeons, il faut être très clair. Le message de Fauconnerie Team, il n'est pas là du tout. Le message, c'est de préservation et voilà, de corroborer ce que tu dis, d'aller dans une démarche durable, d'une action durable en rétablissant un écosystème grâce à l'audit et à l'expertise pour avoir vraiment quelque chose de durable. Alors, on a les pieds sur terre, on sait très bien que les groupes industriels nous appellent aussi par rapport à cette étiquette un petit peu verte, mais les résultats sont là. Ouais, je rebondis là-dessus, excuse-moi Timothée. Ce qui est hyper important, qu'on ait en tête, nous qui faisons également de l'audit chez IPS, on fait de l'audit industrie agro, industrie pharma. Ce qui est important, c'est certes d'avoir des bons résultats pour le responsable qualité, les responsables d'exploitation des sites, mais c'est également d'avoir des pratiques qui soient recommandables auprès de leurs propres clients. Et aujourd'hui, ça s'entend d'utiliser des produits biocides en intérieur, mais ça s'entend également qu'on doit mettre en place de la gestion des rongeurs et de la gestion aviaire durable en extérieur, de manière à ce que les responsables qualité, dans le cadre de leur démarche RSE, on a bien vu que chez Dijon Céréales, il y a un vrai engagement RSE sur la gestion durable des rongeurs et des oiseaux en extérieur. Et donc, ces pratiques qui utilisent de la prédation naturelle dans les structures, donc la nature dans les structures, on y revient, et le fait de favoriser de la nidification et de la production de jeunes, que ce soit de la chaude effraie, que ce soit du faucon cresserelle, elle va dans le sens de l'engagement RSE dans lequel les grands groupes industriels aujourd'hui souhaitent s'inscrire. Alors, sans plus attendre, tu vas nous présenter un de tes collaborateurs. Je vais vous montrer un de nos collaborateurs. Et en plus, c'est un petit collaborateur qui corrobore bien avec la thématique actuelle. Je vous présente Comet, qui est un petit faucon cresserelle américain, qui nous est spécialisé chez Fauconnerie dans la gestion du moineau, des petits oiseaux, sur les contaminations notamment, mais surtout dans le milieu naturel, qui est un vrai prédateur de l'insecte et qui aurait tout son sens aujourd'hui dans une méthode alternative aussi sur la pollution d'insectisation, sur le stockage. Alors, ce n'est qu'une utopie pour le moment, il en faudrait beaucoup pour pouvoir traiter des millions de petits insectes. Mais en tout cas, voilà, au niveau naturel, elle a cette mission de prélever des insectes. Donc, c'est un méga prédateur, c'est-à-dire que dans la chaîne alimentaire, pour finir, il n'y a que des oiseaux rapaces qui pourraient la prédater. Chez nous, voilà, elle travaille sur le moineau, et notamment dans la grande distribution. Nous avons la chance d'avoir quelques accords avec quelques groupes, et on travaille pour les unités de stockage. Donc, ce qu'on implante chez Dijon Céréales et par le programme DICHES Souhaite, et ce qu'on implante partout en France à tous ceux qui le souhaitent, ce sont des nichoirs à faucon cresserelle européens. Ce sont les petits oiseaux que vous voyez faire du surplace le long des autoroutes, voilà, qui n'est pas du tout une espèce menacée. Encore une fois, c'est une espèce qui a besoin d'habitat. Donc, je crois vraiment qu'aujourd'hui, à travers cette émission, on doit garder en tête que
on doit tous avoir ce message de préservation. Et on est tout à fait OK, je crois, avec Romain, à expliquer, à former pour installer des nichoirs, faire ces audits-là. Et je pense que notre rôle de professionnel à tous, ceux qui nous écoutent, c'est voilà, d'avoir cette idée-là en tête. Alors, je reviens rapidement sur cette vision, en tout cas cette vision et cette mission qu'on peut s'attribuer à la fois en tant que professionnel, en tant qu'expert, mais en tant que gestionnaire du risque sur le terrain, c'est de se dire, il y a des attentes sociétales qui changent, notamment eu égard à la souffrance animale, à l'utilisation d'un certain nombre de ce qu'on appelle pesticides. Alors, on n'aime pas ce terme-là parce que leur utilisation reste très noble malgré le fait qu'il y ait des détracteurs de ces produits chimiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le pest management, on n'est plus dans le pest control. Et le pest management, c'est quoi? C'est avoir conscience de l'enjeu sanitaire du site sur lequel on est et adapter nos méthodes de réduction de risque en fonction de l'objectif qu'on se fixe. Autant en intérieur, que ce soit en industrie agro, industrie pharma, que ce soit sur des sites sensibles, on ne peut pas se permettre la présence de rongeurs, d'insectes ou d'oiseaux en intérieur. Et c'est là, effectivement, il faut taper fort. Mais également, ne loupons pas le virage qui est en train de se présenter à nous, qui est la mise en place de méthodes de gestion durable, que ce soit des insectes par des lâchers de poissons dans des réserves lagunaires, que ce soit des rongeurs par le fait d'augmenter la prédation naturelle, par exemple en faisant tondre les deux côtés des clôtures des sites pour augmenter la prédation naturelle des oiseaux qui sont déjà en place, d'utiliser des oiseaux dont on connaît la place dans la chaîne alimentaire pour créer un climat anxiogène sur les rongeurs et les pigeons. Et enfin, c'est notre métier également, et je crois qu'il ne faut pas qu'on ait peur d'un mot dans notre secteur de la 3D, c'est la biodiversité, parce qu'on agit pour la biodiversité. Et l'idée, c'est de faire en sorte également que ce type de pratique rentre dans la boîte à outils du professionnel 3D. Alors oui, effectivement, notre métier change, on voit qu'il change vite, mais il change pourquoi? Parce qu'on a des gens en face de nous qui ont des exigences nouvelles, on a une société qui a des exigences nouvelles, vous voyez bien la vitesse à laquelle la place de l'animal dans notre société change, l'exigence également de cette société vis-à-vis d'un certain nombre de pratiques qu'elle considère que ce sont des pratiques anciennes. Et donc, ces nouvelles demandes qui se traduisent par des demandes de vos clients qui sont des industriels. Donc, ne loupons pas le coche d'entrer dans l'ère du positive pest management. Pourquoi? Parce qu'il faut que par nos pratiques, à la fois très curatives en intérieur et à la fois très intégrées sur le plan environnemental en extérieur, on réponde à 100% des attentes des industriels qui sont en train de changer. Et c'est vrai que ces attentes-là, vous avez de plus en plus en face de vous des industriels qui ont des engagements RSE vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de qu'on pourrait appeler en excès le greenwashing, le green bashing également. Ouais. C'est de se dire, aujourd'hui, on a ce type de pratique qu'il ne faut pas opposer à nos pratiques qui restent des pratiques traditionnelles. Tout ça, c'est dans la boîte à outils, mais par contre, on voit bien qu'il y a une chose qui est importante, c'est l'audit initial. C'est de comprendre quelles sont les espèces qui sont présentes sur le site, comprendre pourquoi elles sont là, d'amener des préconisations d'herméticité du site et enfin d'intervenir avec des méthodes de contrôle et des méthodes de pest management qui sont adéquates en fonction des exigences du client. Voilà, globalement, on a fait un peu le tour. J'étais super content. Il y a un truc dont tu n'as pas parlé, Timothée, c'est votre engagement perso. Également, j'aimerais bien que tu dises deux mots là-dessus. Alors oui, rapidement. Et puis Benoît, tu peux nous rejoindre et puis on va rapidement, la vocation de Fauconnerie Team et tous les acteurs de Fauconnerie Team, on est tous des passionnés, mais au départ, l'essence de tout ça est venue d'une association qu'ont fondée mes parents qui s'appelle Les Chouettes du Cœur, qui est une association qui apporte une aide thérapeutique non médicamenteuse aux personnes fragilisées, les EHPAD, les IME. Donc la fauconnerie, il le disait tout à l'heure, Romain, c'est pas que le Puy du Fou. Aujourd'hui, la fauconnerie, elle a un spectre large. Le déclencheur émotionnel apporté par la présence de ces petits oiseaux qui sont très jolis, on est capable aussi d'aller aider les personnes fragilisées, je pense aux autistes, etc. Et par ailleurs, je parle à un scientifique, on a une thésarde, une doctorante qui est en train de faire une étude scientifique sur les résiduels et je dirais la continuité de nos interventions dans les EHPAD. Voilà, donc une démarche personnelle. Moi, je suis hyper content de faire rayonner aussi nos actions et nos travaux au-delà de la sphère de la 3D parce qu'on voit bien aussi que dans la manière dont on vit aujourd'hui, la sphère perso, sphère professionnelle sont très liées. On a un vrai fil rouge aussi dans la manière dont on travaille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis très sensible à la fois à la manière dont Benoît et Étienne sensibilisent les professionnels qui viennent en formation avec eux. Mais je suis aussi très sensible
de manière très professionnelle, mais également de manière personnelle, parce que ça fait vibrer quelque chose chez moi, de cet engagement de la nature au service de notre métier, parce que derrière tout ça, derrière la formation, derrière les nouvelles méthodes de gestion durable, finalement, quelque part, on fait un peu de bien à la planète. Et on le fait. On ne fait pas que de le dire, mais on le fait, on agit. réellement. On agit. Et puis, je suis super content parce qu'en filigrane de tout ça, ça rejoint un objectif qu'on se fixe aussi avec toute l'équipe EasyPest, c'est de valoriser notre métier, de valoriser le métier de la 3D. C'est un métier noble. Et aujourd'hui, on en parle encore trop souvent avec des termes négatifs. De la formation qui ne sert à rien, je ne vais pas rester 3 jours en formation parce que je ne vais rien apprendre. Non, cette ère-là, il est fini. La formation, c'est ce qui va nous permettre demain de sortir la tête de l'eau, ce qui va nous permettre demain également d'être créatifs, parce que les exigences de nos clients, elles changent, elles vont changer, que ce soit des particuliers ou que ce soit des industriels, comme on peut le voir chez Dijon Céréales. Ça doit être une très grande structure de stockage. Eh bien, n'empêche qu'en parallèle de ça, ils sont également très sensibles à ce qu'on leur propose et à de la gestion durable des rongeurs. On peut les féliciter comme précurseurs au niveau national de cette démarche-là. Et vraiment, c'est une belle démarche de leur part. Et ça sera, je pense, depuis un pilote d'une expansion qu'on pourrait faire au niveau national. Oui, voilà. Et on est aussi approché maintenant de plus en plus par des réseaux d'entreprises 3D en France. Je pense notamment à Vipure, qui est également précurseur sur un certain nombre de sites. Oui, c'est pas, on ne va pas opposer ce type de pratique aujourd'hui à des pratiques traditionnelles. Tout ça, c'est notre métier, mais je pense qu'il faut qu'on en soit fier et je pense qu'il faut qu'on sache être créatif avec l'introduction dans notre boîte à outils de nouvelles méthodes comme ça qui sont à la fois des méthodes positives pour vos clients, des méthodes positives pour vous également. Et puis, quelque part, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit étranger à faire un peu vibrer cette corde. On a tous une corde environnementale au fond de nous-mêmes parce que si on fait ces métiers-là et qu'on en est passionné, c'est parce qu'on est avant tout passionné des bestioles. Je crois qu'on peut tous le dire tant qu'on est là. Et Jérémy aussi, qui est derrière l'écran, on est tous des passionnés. Et je pense que ce type de pratique, ou en tout cas, il faut être à la recherche d'un certain nombre de pratiques dans notre quotidien qui font vibrer cette corde sensible. Et alors, ce serait quoi ta pratique qui fait vibrer ta corde sensible, Benoît ? Une question comme ça avant là. Non, mais je pense que c'est aller vers plus de respect, que ce soit autant pour l'environnement que pour l'applicateur, et avoir vraiment une démarche qui soit globale et moins impactante. Je pense que c'est ça. Étienne ? Je pense que le mot est là, le moins impactant. Ouais, sur le terrain. On fait du bien, on ne fait pas du mal. Voilà. Par contre, elle est en train de me serrer le doigt, je ne te dis pas. Excusez-moi, je suis. Voilà. Non, mais on est là pour faire du bien, pas du mal. Donc, on minimise les dommages collatéraux. Il ne faudrait pas qu'on en fasse plus que ne fait déjà le frelon asiatique. Surtout pour mon domaine. Voilà. Mais par contre, imaginez un peu qu'on puisse dresser des petits oiseaux comme ça à détecter les nids. À réfléchir. Je pense qu'il y a des choses. Ça va nécessiter du temps, mais il y a des possibilités. Le plus gros problème qu'on a, c'est que souvent on trouve les nids trop tard. Même si on en trouve beaucoup, on en laisse toujours un ou deux, et en sachant le pourcentage de reines qui reste dedans. En gros, si on laisse un nid, des fois, tout ce qu'on a fait pendant toute une année peut être caduc, c'est dommage. Et pourquoi pas s'aider avec ces petits oiseaux, peut-être celui-là ou d'autres. Moi, j'ai essayé l'année dernière avec un corbeau, il est parti. Alors, il a fait une dépression, mais bon, je ne suis pas très pro là-dessus, donc voilà. Mais bon, avec des gens comme ça, on peut sûrement faire quelque chose. Toi, t'en penses quoi? Je crois que tu es d'accord avec moi en plus. Timothée? Je reprends ça d'un philosophe dont j'ai plus le nom, mais je crois qu'on est locataire de la planète qui appartient à nos enfants. Et véritablement, il faut rester sur ce schéma-type-là et continuer d'avoir ces actions parallèles, raisonnées, etc. Et avoir cette démarche, j'insiste, mais sur la sensibilité chez nos clients, quoi. Il y a des possibilités, on ne perdra jamais notre travail de curatif, donc on a encore de l'avenir, ça c'est évident, mais en parallèle, voilà, cette fameuse boîte à outils, il faut qu'on insère ça dans notre panel de propositions. Dans tous les cas, si c'est mon tour, vous pouvez compter sur nous pour vous bousculer également, vous bousculer sur la forme dont on s'adresse à vous, parce qu'on est hyper content de cette émission. Moi, je suis ravi. C'est détendu, c'est à la fois technique, c'est à la fois philo. Donc finalement, il y a aussi une partie de philosophie dans notre métier sur notre place sur cette terre. Et moi, je trouve ça top qu'on puisse faire concorder à la fois un métier de passion, qui est le métier de la 3D, avec des méthodes qu'on n'a pas inventées parce qu'on les a reprises à la nature, et puis potentiellement des projections sur finalement, est-ce que cet oiseau-là, on pourrait l'utiliser à gérer des stocks d'insectes en industrie agroalimentaire. On voit bien que ces mondes-là sont en train de se rapprocher, et c'est aussi à nous de faire en sorte que demain,
par la formation, par l'innovation, par la créativité, et puis par le fait qu'on a également nos clients qui changent. Nos clients sont de plus en plus sensibles à la démarche environnementale. De toute façon, ça leur est quelque part imposé par les changements sociétaux. Et donc, si les gens veulent continuer également une activité économique en tant que telle, il va bien falloir que demain, on puisse aussi répondre à ces nouvelles attentes de la société. Et donc, moi, je suis plutôt ravi d'être ni plus ni moins qu'un passager de ce navire dans lequel on est tous. Et effectivement, ce qu'on veut, c'est vous embarquer avec nous, vous sensibiliser à tout ça et faire en sorte que ce ne soit pas que de la théorie, parce que je crois que là, ce qu'on a vu là, c'est uniquement de la pratique. Donc, quand on nous dit les méthodes alternatives, j'y crois pas, on peut y croire ou ne pas y croire, mais elles sont déjà installées. On sait que c'est vrai. Voilà. Je crois d'ailleurs, Romain, que tu t'es intéressé un petit peu au fait que les vidéos, tu as pu voir que c'était assez intéressant, oui. Et que tu avais proposé, enfin que tu as toujours proposé, d'ailleurs qu'on va sûrement le faire, oui. À nous faire découvrir d'autres choses que... Alors ça, c'est notre petit côté touriste avec Étienne. On va se barrer dans des capitales françaises à la découverte d'un certain nombre de problématiques, mais que tous les deux. Voilà. Je ne voulais pas le dire aujourd'hui, mais moi, je suis désolé, c'est parti tout seul. J'espère que ça ne froissera personne, mais je serai en solo, on sera que en couple avec Étienne. Voilà, c'est à cause du piou-piou qui est en train de me labourer le doigt. Ah oui. Et du coup, c'est sorti. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, je ne sens plus mon doigt. Non, mais voilà, aussi vous montrer peut-être pourquoi la 3D. Pourquoi à des moments on a besoin de réguler, parce que souvent je le vois sur ma chaîne, il y a des gens qui disent mais laisse faire la nature, etc., etc. Le problème c'est qu'on a des prédateurs qui ont disparu, il y a beaucoup de choses, on a besoin de réguler. Et puis on a fait des choix de vivre en ville, on a fait des choix de vivre ensemble, on a fait des choix de vivre concentré, on a fait des choix, ou pas des fois de mal gérer nos déchets. Donc en fait, ce qu'on vous montrera avec Étienne, c'est on va se focaliser sur des problématiques animales, pour vous montrer ô combien ces problématiques, c'est des problématiques humaines avant tout. Ça vous montrera pourquoi le métier de la 3D, pourquoi on existe. Pourquoi on existe, et puis finalement qu'on est face à des espèces qui ne font que exploiter le déséquilibre qu'on crée dans ce qu'on peut appeler dans l'écosystème humain. Donc on vous proposera avec Étienne de quelques petites vidéos un peu marrantes, parce qu'on ne sait pas faire autre chose. Moi, j'ai du mal. Je suis très sérieux, mais ça ne dure pas longtemps. Donc, effectivement, on va visiter quelques grandes capitales européennes, je pense, avec Étienne, pour pouvoir faire le point sur un certain nombre de problématiques. Voilà, Jérémy, je ne sais pas s'il y avait des questions. Ouais, on a une question qui est revenue un peu souvent. Est-ce que ça mange des frelons? Alors cette espèce-là, non, très clairement. Mais en discutant tout à l'heure avec Étienne, on va faire des tests avec d'autres espèces. On va pas en parler aujourd'hui, je pense que c'est pas la thématique, mais on va garder ça pour nous, étudier, faire vraiment un travail de test, etc. Toujours en respectant le bien-être animal, et ça, je suis très vigilant là-dessus, c'est comme Rétime. Non, il y a des choses qui sont possibles, oui, mais pas avec cette espèce-là. En tout cas, plein de gens ont été sur votre site aussi, qu'il y a une bonne relation avec les animaux. Merci beaucoup. Je pense aussi, parce que franchement, Piu-Piu, il est super sympa. Bon, il m'a planté une grille depuis tout à l'heure, mais autrement, il est... Ouais, c'est pareil, je rebondis aussi un petit peu là-dessus pour les gens qui sont un peu présents sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il va falloir qu'on grandisse, en tout cas qu'on monte en puissance sur le vocabulaire qu'on utilise, parce que la sémantique est importante. Aujourd'hui, on passe du contrôle au management, mais il y a un certain nombre de thèmes qu'il va falloir qu'on bannisse de notre vocabulaire. Et il y a un certain nombre d'images qu'il va falloir également qu'on bannisse des réseaux sociaux, parce qu'en fait, un métier qui montre de la cruauté animale, c'est un métier qui ne grandit pas. Et effectivement, moi, je vais m'attacher à ça dans les quelques années qui viennent, à pouvoir faire en sorte qu'on monte en puissance là-dessus, parce qu'il y a des choses qu'on peut vivre dans notre métier, mais qui ne sont pas forcément montrables. Et aujourd'hui, on voit un petit peu de tout sur les réseaux sociaux, ce qui est bien en termes de sensibilisation du grand public pour que les gens se rendent compte des problématiques auxquelles on a à faire face, mais qu'il y a un certain nombre de pratiques, même si elles sont pratiquées. Je parle par exemple aux plaques de glu, ceux qui filment un rongeur pendant 5 minutes 17 en train de couiner sur une plaque de glu, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire. C'est à bannir. Et je pense qu'il y a un certain nombre de pratiques comme ça. C'est une horreur. C'est à bannir. Qu'il faudra qu'on bannisse, même si c'est nécessaire. Même si c'est nécessaire. Là, c'est un rongeur, mais imaginez si c'est un loireau ou un truc comme ça. Un loireau, c'est un cousin du loir et du héros. Voilà. En fait, voilà, je pense qu'il faut qu'on grandisse, il faut qu'on fasse attention aussi à l'image d'exposition de notre métier, parce que c'est aussi en cela qu'il sera jugé ou non professionnel.
Et je pense que c'est important qu'on maîtrise les images, notamment sur les réseaux sociaux. Vous voyez à quelle vitesse on est jugé sur un réseau social comparé à un tribunal de justice. Quand vous attendez d'être jugé 2 ans plus tard, vous êtes jugé le jour même sur Facebook. Donc faites attention également à ce que vous exposez, à vouloir faire bien. Parfois, on dégrade aussi régulièrement l'image de notre métier. Ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc, parfois, il faut aussi que, même si on pratique des choses sur le terrain, il faut s'abstenir de les montrer. Ou en tout cas, montrer des pratiques qui sont vertueuses. Et notamment, c'est le cas de Timothée avec ses oiseaux. Il y a une vraie symbiose entre l'animal et l'homme. Je pense que ça, c'est des choses qui sont montrables et de fait utilisables dans le monde de la 3D. Là, il y a une véritable symbiose avec mon doigt et l'oiseau. Vous avez une question pour toi, Timothée, la gestion des fientes en lieu clos? Alors, la gestion des fientes en lieu clos, alors évidemment, on parlait tout à l'heure j'écoutais bien le discours d'Étienne et de Benoît, hein, on parle de sécurisation et sécurité. Il faut savoir que la gestion des fientes en lieu clos, ça nécessite des EPI adaptés, avec des masques adaptés. Donc, tous les opérateurs de Fauconnerie Team ou d'Avicline Clean Espace, qui sont nos 2 entités pour l'assainissement, enfin, Avicline pour l'entité d'assainissement, il y a d'abord une mesure des risques, la prévention des risques à la fois individuelle et surtout collective. C'est-à-dire que la gestion des fientes se fait, nous, pour éviter la suspension, tu en parlais tout à l'heure, parce que les fientes sont volatiles. Ouais, et avec un certain nombre de bactéries, de pathogènes et de champignons qui sont dans les fientes. Donc, si vous remettez en suspension des fientes qui sont sèches, vous êtes en repollution. Voilà, et ça, c'est pas tolérable. Exactement. Donc, on travaille beaucoup avec de l'excavation, l'aspiration. Je vais pas faire la pub mais il se reconnaîtra avec Loïc, qui a du matériel très, très haut de gamme là-dessus, très performant sur l'aspiration des fientes. Et donc, on travaille sur l'assainissement, enlèvement des fientes, délidification. Donc, on travaille avec des équipes de cordistes, alpinistes, etc. Et une fois que c'est fait, on utilise un produit qui est fongique, bactéricide, virucide, donc qui n'emploie pas justement de produits cancérigènes. Et là, je préfère insister là-dessus, mais c'est aussi une démarche qu'on doit avoir. Il y a aujourd'hui d'autres possibilités, d'autres formulations. On est obligé d'en utiliser quelques-uns. Je le sais, j'en utilise aussi, mais je pense qu'on doit avoir aussi peut-être cette démarche. Donc, en milieu clos, voilà une excavation des fientes, un assainissement pour éviter le retour de l'anti-intrusion, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des filets, des solutions d'anti-intrusion, du trace ou des galvanisés, et toute une méthodologie pour éviter le retour du volatile. Et après, en extérieur, la petite implantation d'un nichoir à faux compresseur ou HTF frais, et là, le job est fait. Vous avez un milieu clos, assaini. Il y a l'ami Thibaut, salut Thibaut, du sud de la France, qui nous pose une question. Quel oiseau pour effrayer les goélands? Alors nous, on travaille avec plusieurs types d'oiseaux pour les goélands. On travaille avec des hybridations de gerfaux, de faucons gerfaux et de gerfaux sacres, et des formes de buses américaines. Les formes de buses américaines, ce sont des petits aigles mexicains qui ont une voilure relativement importante et qui ont cette particularité, les buses américaines, de travailler en meute comme les loups. Donc c'est-à-dire qu'on est capable de mettre de nombreux oiseaux sur une colonie importante pour effrayer les goélands. La problématique de l'effraiement des goélands, pourquoi on a des problématiques de goélands, c'est par rapport à la nidification. C'est-à-dire qu'ils viennent s'installer sur vos toits plats, sur les toits plats, et on a des grosses nidifications. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est très compliqué à cause des dréales, etc. La régulation, la stérilisation, la régulation des nids, ça devient très, très complexe. On est en train de réfléchir à des méthodes aussi alternatives avec nos partenaires pilotes de drones, avec... on va en parler aussi avec Romain. Je pense qu'il y a des choses à travailler sur le goéland, mais c'est un vrai problématique de santé publique. Je vais vous raconter une anecdote rapide, si tu me permets. Je suis en ce moment sur Deauville, dans un hôtel de très très haut de gamme, et les petits goélands viennent manger le homard à 300 € dans l'hôtel 4 étoiles. Donc, vous voyez, il y a une problématique sanitaire et puis il y a une problématique aussi économique. Moi, je préfère les homards à 50. Voilà. Donc bon, toujours est-il que oui, pour effrayer les goélands, donc on travaille avec des méthodes techniques, technologiques, des effaroucheurs, et en combinaison des moyens avec des buses américaines et des faucons. Ils sont enormes, massifs, les homards. Non, mais c'est un restaurant qui... D'autres questions, Jérémy? Ouais. On avait, les gens, pas beaucoup de questions, mais beaucoup de réactions sur la beauté de ce petit oiseau. La beauté d'Étienne. Comme Étienne. Non, Étienne, on n'a pas trop de... Étienne, on n'a pas Pensez à mon doigt. Ouais, on a eu quelqu'un qui a parlé du doigt d'Étienne. Voilà. Il a dit Étienne va en avoir besoin pour la saison. Ouais. Non, les gens disent que les explications sont très précises sur tous les réseaux. Donc, on est plutôt bien. Tu vois, je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. Génial. Avant la question. Est-ce que vous avez des questions aux auditeurs? Quand est-ce qu'on les retrouve en formation? Ouais, c'est ça. Alors, les dates, ils les ont, tu vois. Après, vous êtes libre de venir à Lyon également, 13 rue des Émeraudes. Je suis à peu près jamais là, donc je suis à peu près sûr de mon coup. Vous risquez rien. Vous risquez rien. Et puis voilà, ravi si on peut vous retrouver. Il me reste à remercier toute l'équipe EasyPest, Easy Innovation, à me remercier plus précisément
Jérémy qui est à la production de cette émission. Merci Jérémy. Merci Jérémy, Merci. vraiment, c'est un exercice pas simple. Pio et moi, on te remercie. Prochaine émission, bon, vous les verrez sur les réseaux, c'est le 15 septembre. On va mettre des entreprises 3D à l'honneur et faire venir des dirigeants d'entreprises 3D pour qu'ils nous racontent leur aventure entrepreneuriale et comment ils ont créé, quelles sont les embûches qu'ils ont pris, quelles sont les recommandations qu'ils nous font, notamment pour les gens qui aimeraient créer une entreprise 3D. Comment on filialise une entreprise 3D. Voilà, on va faire venir des dirigeants d'entreprise 3D pour, d'une part, les mettre à l'honneur pour leur réussite sur le territoire, parce qu'ils auront quelque chose de particulier, quoi qu'il en soit. On est tous différents. Et du technicien aussi. Et du technicien également, parce qu'effectivement, on sait pertinemment que l'entreprise 3D marche si les techniciens sont performants sur le terrain, et parce que le technicien est lui la personne au contact, c'est lui qui va véhiculer l'image de l'entreprise auprès du client, avec tout son savoir-être, tout son savoir-faire, mais également sa technicité. Et sa performance, il s'est formé avec moi et avec Étienne sur la partie Gap Frelon. Mais voilà, bon, plus globalement, je remercie tout le monde. Je remercie également Dijon Céréales pour tout le travail de fond qui est fait avec eux. Avec Ludovic Ligné, que j'espère qu'il nous regarde. Je ne sais pas si nous regarde, mais Ludovic, bravo d'avoir compris ce message-là et bravo d'être un précurseur au niveau national. C'est un bel exemple. Et puis, merci aussi à tous ceux qui nous suivent, qui sont de plus en plus nombreux. On verra un peu les statistiques de l'émission, mais c'est chouette. On se fait hyper plaisir à faire ce type d'émission. Et puis, n'hésitez pas, nous, l'intérêt, c'est vraiment que cette communauté existe. C'est vraiment qu'on ne veut pas être au-dessus de la communauté ou en dessous de la communauté. On veut être dedans, on veut être avec vous et on va vous bousculer. Tous acteurs pour faire en sorte que notre métier demain, qu'on considère étant du positive pest management, puisse être encore mieux valorisé qu'aujourd'hui. Vous saurez tout. Oui, il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais effectivement, c'est important qu'on puisse avoir un espace aussi pour se retrouver. On sera également avec Jérémy présent aux journées techniques de la Chambre syndicale 3D qui se déroule le 20-21 septembre à Jouan-les-Pins. On interviendra sur un certain nombre de problématiques. Je prendrai la parole sur la souffrance animale, parce que je travaille aujourd'hui beaucoup avec des sociologues qui se posent cette question sur le statut de l'animal en ville, le statut de l'animal sauvage en ville, et la manière dont on doit jouer cette médiation avec l'animal. C'est un point important. On sera également présent avec tous les amis qui sont là sur Parasitech, sur le stand EasyPest. On sera présent et vous pourrez les rencontrer en vrai. Voilà, globalement. Et puis, si vous avez des idées de thèmes d'émissions, si vous voulez intervenir dans nos émissions, un petit message à Jérémy ou vous allez sur le site easypest.com et vous trouverez toutes les informations sur les réseaux sociaux. Peut-être que Pichou ne voudra pas aller à Paris. Ouais. Voilà. Mais peut-être qu'il a ses cousins qui sont très adaptés au milieu parisien pour la gestion des insectes. Beaucoup de faucons cresseraient à Paris. Voilà. Donc, on aura un faucon, mais moi, je mettrai un gant. Hein. Voilà, je pense qu'il nous reste à remercier tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Merci à tous. Merci à tous. La suite au prochain numéro. Ouais, 15 septembre, la prochaine émission. Et puis d'ici là, toutes nos formations sur EasyPest, vous pouvez tout site EasyPest. EasyPest, site qui fera peau neuve au 1er septembre. Au 1er septembre, Jérémy m'a juré qu'il lançait le nouveau site internet. Donc moi, Marie, force à toi. Voilà, et Marie, effectivement, tu vas être aussi de la partie, sans problème. Et donc, à bientôt. Et puis, on espère vous retrouver encore plus nombreux dans la prochaine émission. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée à tous. À bientôt. Bye. Au revoir.